Des personnes appartenant à des cultures très différentes ont des images et des symboles étonnamment semblables pour les mêmes traits profonds du subconscient. L'une des images la plus largement répandue est celle de la rose, qui partout symbolise l'aspect maternel et émotionnel de notre être. Les énergies psychiques tendent à s'organiser selon certains modèles, ce qui fait qu'il y a des zones de grande concentration d'énergie dans notre corps. Ces zones d'énergie concentrée s'appellent des chakras. La rose est un symbole universel pour le 5e chakra, celui du cœur. Tel était le cas pour les Égyptiens, les Aztèques, les Grecs et les Indiens d'Amérique, ainsi que pour d'autres cultures. Lorsque l'on concentre l'énergie psychologique sur le symbole, le chakra est activé. Cela n'est pas surprenant si l'on considère la façon dont une personne qui connaît les difficultés financières concentre une grande quantité d'énergie de la pensée sur un autre symbole, l'argent. Le fait de se préoccuper de ce problème d'argent peut effectivement entraîner des modifications glandulaires et chimiques dans le corps, au niveau cellulaire. Les symboles constituent un moyen facile de diriger l'énergie psychique. Et la rose est utilisée comme symbole depuis des temps très anciens pour la guérison, la méditation et les rites religieux. La méditation de la rose donne l'illusion de la simplicité. Il vous suffit de vous asseoir dans une position confortable, de fermer les yeux et de visualiser devant vous, aussi nettement que possible, une simple rose. Aucun procédé d'induction ou d'approfondissement particulier n'est employé. Observez simplement la rose et laissez-la faire ce qu'elle veut. Ne demandez aucun effort à votre fonctionnement mental. L'image peut changer, voire se fondre dans d'autres images. Laissez-la faire. Acceptez tout ce qui se produit. Ce procédé permet souvent à des messages importants d'émerger de l'inconscient sous une forme symbolique. Ces messages peuvent être le tremplin vers la croissance. Ils fonctionnent à un niveau spirituel et émotionnel. Aussi ne devez-vous pas les réduire à un niveau intellectuel en essayant de les analyser, de les cataloguer et d'arriver à les comprendre. Ce type de réaction est presque automatique, mais vous détourne de la qualité d'une expérience véritablement profonde et directe. Laissez donc simplement votre rose vous conter son histoire sans l'interrompre. Et pendant que cette rose vous conte ses histoires, je vais vous narrer ce qu'est l'exploration des états extraordinaires. En effet, il y a plusieurs dizaines d'années, rares étaient dans notre culture les personnes qui s'intéressaient aux états extraordinaires de la conscience, et celles qui le faisaient étaient généralement considérées comme un peu bizarres. Les temps ont changé. Aujourd'hui, de nombreuses personnes ont exploré une qualité de conscience différente. Les chemins qu'elles ont suivis ont été très divers. Certaines ont médité, ont pris des hallucinogènes, d'autres ont poussé au-delà de leurs limites physiques ou ont pratiqué la privation sensorielle. D'autres encore ont abouti à ces états nouveaux de façon quasi spontanée. 3 questions se posent immédiatement. Que sont ces états extraordinaires de l'être? Peuvent-ils être produits? Ont-ils leur place dans notre vie, dans nos efforts vers une existence plus saine et plus harmonieuse? Afin de répondre à la première de ces questions, il nous faut considérer les forces énergétiques fondamentales de notre monde et voir comment elles fonctionnent. L'univers n'est qu'énergie en mouvement. Cette énergie suit des schémas et vibre à des niveaux et des taux nombreux et différents que l'on nomme fréquences. Ce que nous appelons la matière est une énergie qui vibre selon une fréquence relativement lente. Les fréquences électromagnétiques se présentent sous forme de lumière, de rayons X, de rayons cosmiques, etc. C'est là une énergie qui vibre plus rapidement que celle que nous percevons comme étant de la matière, même s'il s'agit de la même énergie. Le son est une énergie.
La pensée est aussi une énergie d'une fréquence plus fine encore. Tous les phénomènes physiques et psychiques sont des modèles selon lesquels l'énergie constitue ces schémas. Chacun d'entre nous possède une limite distincte de l'intérieur, de laquelle il peut percevoir cette énergie. Vous pouvez discerner les sons entre 20 et 20 000 vibrations par seconde. Un chien est capable d'entendre une fréquence beaucoup plus élevée. Les instruments scientifiques peuvent être considérés comme des prolongements de notre appareil sensoriel, ce qui a permis de développer notre conception de l'énergie. Dans notre culture, nous avons tendance à admettre comme normal ou ordinaire tout ce qui tombe dans le domaine de nos sens, prolongé par les instruments scientifiques, et à rejeter comme superstition tout ce qui n'entre pas dans ce domaine. Mais que se passerait-il si vous pouviez percevoir les énergies qui vibrent à une fréquence différente de celle que nous connaissons? Vous seriez alors un télépathe ou un mystique, et seriez ou bien reconnu comme une personne très spéciale dans certaines cultures, ou bien rejeté comme fou dans d'autres. Dans toutes les cultures, des personnes ont vu l'extraordinaire englober des états et des pouvoirs allant au-delà de l'expérience du plus grand nombre. Certaines de ces personnes sont génétiquement douées de ces capacités. D'autres ont travaillé sur elles-mêmes pendant un certain temps pour augmenter l'étendue de leur perception des énergies de l'univers et pour modifier leur manière d'entrer en relation avec ces énergies. Notre être projette une énergie qui s'étend à une certaine distance hors de notre corps. Cette énergie n'est pas perceptible par la plupart des gens. Ceux qui peuvent l'apercevoir l'ont appelée aura. Les auras varient selon l'humeur et la qualité de la conscience de l'individu. La science rejette les auras dans les pays occidentaux, mais en Russie, une nouvelle forme de photographie a été mise au point qui apporte des preuves tangibles de l'existence des auras en tant que phénomène naturel. Ce type de photographie a constitué une source d'inspiration pour les explorateurs du monde psychique et a provoqué l'embarras des scientifiques occidentaux de la vieille garde, qui regroupent ces faits dans le domaine de la superstition et du mysticisme. Les scientifiques les plus progressistes commencent à accepter, selon des perspectives diverses, la proposition selon laquelle l'énergie se comporte toujours de la même façon, qu'elle opère au niveau cellulaire et au niveau des systèmes solaires et galactiques. Les cellules peuvent faire 3 choses avec l'énergie: l'emmagasiner, la transmettre et se reproduire pour recommencer. Les cellules peuvent aussi se regrouper selon certains schémas pour faire cela de manière plus efficace, mais sans rien faire d'autre. Si vous passez au niveau planétaire et galactique pour observer comment l'énergie se comporte, vous découvrirez les 3 mêmes faits. L'énergie est emmagasinée, transmise, et ses modes sont reproduits. Tout cela selon les mêmes lois fondamentales de la nature. La sagesse antique exprimait cela dans la maxime hermétique, au-dessus comme ici-bas. Dans la pratique, cela signifie que nous pouvons étudier l'univers en nous observant nous-mêmes et nous étudier en observant l'univers. Plus notre gamme de perception est étendue et plus nous pouvons apprendre. Les prétendus phénomènes métapsychiques n'ont en fait rien de spécial. Les mêmes lois de l'univers opèrent. Seules les façons de percevoir ou d'entrer en relation avec l'énergie sont étendues. Nous avons la capacité de le faire dans notre vie quotidienne, mais nous sommes souvent inconscients de ce qui se produit. Prenons un exemple très courant. Vous marchez dans une pièce pleine de gens que vous ne connaissez pas. Personne n'a rien dit. Vous n'avez même pas eu l'occasion de réfléchir à ce que vous voyez. Mais vous savez que quelque chose de très pesant se passe. C'est comme si l'air était chargé de forts sentiments. Comment le savez-vous? En dehors des indices visuels tels que les expressions des visages et la posture des différentes personnes, n'y avait-il pas quelque chose d'autre? Quelque chose qui ne peut être réduit à une sensation accessible aux 5 sens. Vous êtes tombé sur une qualité d'intensité au travers d'une vibration qui pouvait être ressentie, sans que la science traditionnelle puisse la considérer comme preuve.
Ce type d'incident se produit très régulièrement. Dans ce que l'on appelle l'état de veille normal, notre esprit est généralement rempli de pensées concernant les problèmes de notre vie quotidienne. Cela nous maintient occupés à un certain niveau qui nous désensibilise d'une grande partie de ce qui se passe en nous et autour de nous. Au cours du sommeil, cette couche consciente superficielle est assoupie, ce qui permet à des couches plus profondes d'envoyer leur message. Des zones non résolues qui remontent parfois à la petite enfance peuvent émerger, sous des formes hautement symboliques le plus souvent. Mais, comme nous sommes endormis, nous n'en gardons généralement aucun souvenir. Dans le sommeil, nous abandonnons tout contrôle conscient, ce qui fait que nous sommes à la merci de ces états profonds qui peuvent influencer sur nous. C'est là que repose la valeur des états alternatifs contrôlés de la conscience. Ces façons de n'être ni éveillés au sens ordinaire du terme, ni endormis. Il demeure un niveau de conscience qui peut suivre ce qui se déroule, en prendre note pour s'y référer par la suite et intégrer ce matériau à notre vie quotidienne. Il existe aussi un certain sens de la direction et du contrôle de ce qui se produit, et cependant, l'esprit est libéré de l'amas désensibilisant de la conscience diurne, qui empêche habituellement les pensées les plus profondes de faire surface. Tous les phénomènes métapsychiques sont d'une manière ou d'une autre liés aux états de transe, qu'il s'agisse de la guérison, des visions, de la préconnaissance, de voir plus profondément dans les niveaux cachés de l'être, ou d'autres choses encore. Le niveau énergétique de l'état normal est trop grossier pour permettre à ces phénomènes plus raffinés de se produire. En s'appliquant à l'auto-hypnose, il est possible d'entrouvrir les portes de ces niveaux d'expérience. Ces exercices d'auto-expérience deviennent partie intégrante de la croissance spirituelle. Si nous voulons maintenir notre corps en bonne forme, il nous faut pratiquer les exercices physiques et suivre un régime adéquat. Le fait de voir profondément en nous-mêmes et dans notre rapport au monde constitue l'exercice et le régime de l'esprit. La plupart des phénomènes métapsychiques dont nous entendons parler impliquent un processus auto-hypnotique sous une forme ou sous une autre. Un médium entrera en transe, modifiera la qualité de son énergie et sera capable de se mettre à l'écoute d'autres entités, tout comme une radio-onde courte peut capter des fréquences très sensibles. S'il possède la faculté de préconnaissance, donc de voir les événements du futur, il modifie sa relation au temps. Le temps est pour nous l'expérience incomplète d'une autre dimension, expérience limitée par la qualité de notre esprit. Cette limitation s'exprime par ce qui semble être un flux unidirectionnel. Lorsque cette limitation est abolie par des changements d'énergie personnelle, une brèche peut être ouverte dans le continuum espace-temps, ce qui nous permet de voir dans le présent ce que nous appelons l'avenir. Puis, depuis notre perspective, cela paraît extraordinaire. Depuis une perspective élargie, c'est la chose naturelle. Les guérisseurs emploient aussi l'auto-hypnose. Pour que le guérisseur télépathe ou le chaman tribal puisse réussir, il faut que le patient lui-même soit dans un état de conscience altéré. Le patient qui souvent souffre ou est effrayé, incapable de maîtriser son énergie telle qu'elle est, peut passer naturellement ou avec un minimum de suggestion à un autre mode de conscience. Cela se produit couramment dans une situation de crise. Le guérisseur possède l'expérience nécessaire pour modifier son propre état et se rend compte qu'une concentration particulière de l'énergie, concentration impossible à obtenir à l'état normal, est nécessaire pour que la guérison ait lieu. Un échange d'énergie est créé, un flux circulaire plutôt qu'une situation dans laquelle le guérisseur fait quelque chose au patient. Les formidables ressources du guérisseur du corps sont mobilisées dans ce flux d'énergie. Dans de telles situations, le miraculeux peut souvent se produire et se produit, effectivement, souvent. Les cultures plus en contact que la nôtre avec les rythmes vitaux reconnaissent depuis longtemps l'importance des états modifiés de la conscience dans la transition d'une période de la vie à une autre. Il est des occasions particulières, dans la croissance personnelle,
où l'on quitte un mode d'existence pour entrer dans une nouvelle qualité d'expérience. L'adolescence est un bon exemple. Les cultures telles que celle des Amérindiens créent une expression symbolique dans leur structure pour effectuer cette transition. Par leur nature même, ces rites de passage sont liés à un état de l'être modifié. Dans certaines cultures, les adolescents sont encouragés à partir dans la nature sauvage et à inviter les parties les plus profondes de leur être à se manifester, sous la forme d'une vision le plus souvent. Les états modifiés peuvent être obtenus au moyen d'une fatigue physique extrême, par le jeûne, par certains exercices, par la respiration, par la privation sensorielle, ainsi que par de nombreuses techniques d'auto-hypnose, telles que la répétition d'un mantra. Les visions qui en résultent souvent servent de point d'appui à la croissance spirituelle de la personne. L'état normal est modifié consciemment, de manière à ce que la spiritualité puisse devenir une partie vitale et vécue de l'être, plutôt qu'une série de croyances métaphysiques comme c'est souvent le cas dans nos pays. C'est ainsi que la religion envahit toutes les activités de la vie quotidienne au lieu d'exister, comme chez tant de personnes, en tant qu'expérience fragmentée et distincte des autres aspects de la vie. L'homme occidental, à qui manquent les rituels organisés permettant d'atteindre à des états extraordinaires, peut néanmoins exploiter ses énergies au moyen de l'auto-hypnose. Il existe plusieurs procédés vous permettant d'entrer en contact avec les couches les plus profondes de votre être. Cette méditation de la rose que vous êtes en train d'effectuer en est un exemple. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.